Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour les débats dans le 10h midi. On est ensemble pour commenter l'actualité avec Christine Bouillot. Bonjour Christine. Et j'en Bonjour profite Valérie. pour vous remercier d'être là, d'être mon brillant joker quand je n'y suis pas. Journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, Régis de Castelnau, avocat. Vous êtes avocat, vous avez un blog Vue du droit. On peut vous lire aux éditions L'Artilleur avec votre dernier livre, Une justice politique. Vous êtes d'ailleurs sur votre blog, on peut lire un certain nombre de réactions sur certaines décisions de justice. Et avec nous Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant. Bonjour. Bonjour. Et Najwa Laïté, docteur en droit. Et vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Le remaniement tant attendu. Tout ça pour ça, c'est un petit peu ce que certains disent ce matin. On prend les mêmes, on recommence, on rajoute un peu de Belloubet. Donc Madame Belloubet qui arrive à l'éducation nationale. Drôle de profil pour l'éducation nationale. François Bayrou, le parquet fait appel. J'ai trouvé quand même que dans la presse ce matin, il n'y avait personne pour dire du bien de François Bayrou. Vous allez me dire que c'est peut-être pas étonnant. Et puis la semaine de 4 jours, bonne idée ou non. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Najwa, on peut commencer avec vous. Et la fin de la Civise. Donc rappelez-nous. Alors je vais vous rappeler ce que c'est que la Civise. Alors la Civise, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Donc souvenez-vous que cette commission avait été lancée en mars 2021 à la suite de la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui révélait l'inceste commis par le politologue Olivier Duhamel sur son frère. Souvenez-vous également que la sortie de cet ouvrage avait été une onde de choc car il a mis en lumière une réalité crue, dérangeante. Donc en France, et les chiffres sont alarmants. Chaque année, environ 160 000 enfants sont victimes d'inceste et d'agressions sexuelles. La situation est alarmante. Et moi, en tant qu'avocate, je tenais à souligner, c'est pour ça je tenais à faire ce coup de gueule, c'est qu'en tant qu'avocate, je suis amenée à traiter des dossiers en droit de la famille et autant vous dire que je perçois ce fléau et j'ai pu également découvrir un système français complètement défaillant à tous les étages où les enfants victimes ne sont pas du tout protégés de leur agresseur. Et c'est pour cette raison que j'estime que la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants pouvait jouer un rôle fondamental en écoutant les victimes, en renforçant la culture de la prévention et de la protection de ces enfants dans les politiques publiques. Donc un rôle essentiel. Cette mission d'ailleurs a parfaitement été accomplie et je tiens à le souligner par le magistrat Monsieur Durand, qui était à la tête de cette commission, et sa non-reconduction a précipité la Civise dans une succession de crises, puisque aujourd'hui on apprend que le président actuel de cette commission, Sébastien Bouel, vient de démissionner. J'ai envie de vous dire, mais quel gâchis, quel gâchis, parce qu'on attendait beaucoup de cette commission au regard du fléau actuel. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que cette Civise, en fait, n'existera plus, ne va plus exister, ou on va renommer, renommer des gens. Enfin, ceux qui ont été nommés étaient un peu controversés aussi, non? Oui, notamment la vice-présidente de la Civise, qui est médecin et qui fait aujourd'hui l'objet d'une plainte pour agression sexuelle. Donc là, j'ai envie de vous dire, la justice fera son travail. Il ne s'agit pas de la pointer du doigt, puisque la présomption d'innocence, il faut la respecter. Mais vous avez, suite à la non-reconduction du juge Durand, il y a eu 11 démissions des membres de cette commission. Et donc, autant vous dire que cette commission est en crise. Donc, d'après les dernières nouvelles, il semblerait que le gouvernement va réunir les associations, les magistrats, enfin, tous ceux qui sont quand vous voyez l'État actifs dans ce domaine-là. Et l'aide sociale à l'enfance, enfin, je suis c'est pessimiste en France aujourd'hui sur le fonctionnement d'un certain nombre d'organismes, et en particulier l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que vous savez
savez qui est en charge dans le nouveau gouvernement Alors je suppose que c'est Sarah El Haïry, puisqu'elle est en charge de la famille et de l'enfance et de la jeunesse, donc je suppose que c'est ça. Espérons qu'elle agisse. J'ai vu que, on va revenir sur la composition du gouvernement, mais enfin on a renommé des gens dont on n'avait jamais entendu parler, dont on ne connaît pas vraiment l'action. Je pense, je m'acharne un peu sur elle, mais la secrétaire d'État aux personnes handicapées, son nom Fadila El Khattabi. Voilà. Elle bosse oui, elle était présidente de la commission des affaires sociales depuis 2022. Elle est députée de Côte d'Or. C'est quelqu'un qui... Oui, mais on a eu des gens un petit peu plus visibles, on va dire, sur le sujet. Et je rappelle pardonnez-moi, mais je rappelle ce que nous a révélé Thomas Elexhauser lundi à propos du handicap, et je le redis, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a promis de rembourser des fauteuils roulants à hauteur de 2800 €. Sauf que c'est 2800 €, c'est pas 3002. C'est-à-dire que si vous achetez un fauteuil roulant à 3200, vous ne touchez rien. Et que cette promesse, et que qui sur le papier est formidable, en fait ne correspond en rien aux attentes des personnes handicapées, puisqu'il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des gens qui doivent en changer. Enfin, ce sont certains de ces administrés qui l'ont alerté sur le sujet. Mais c'est le problème entre les annonces et l'application sur le terrain, et c'est là tout l'enjeu. Oui, mais c'est pas forcément uniquement la faute du président pour le coup. Je sais pas exactement ce qu'il en est sur ce dossier, mais globalement, c'est un problème de la décision publique pour avoir été législateur. Entre ce que vous votez à l'Assemblée nationale et la façon dont c'est appliqué sur le terrain, vous avez parfois d'énormes surprises. Et c'est bien tout l'enjeu, à mon avis, des années qui viennent, c'est que les députés, notamment, aient le pouvoir de contrôler l'application des lois, qu'ils arrêtent de faire des lois à l'emporte-pièce et toutes les semaines, et qu'ils aient le temps d'aller contrôler sur le terrain la façon dont elles sont appliquées, parce qu'on a vraiment des énormes surprises des fois, c'est complètement à rebours de ce qu'on a voté, ce qui est appliqué sur le terrain. Donc voilà, là, dans le cas d'espèce, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu aussi des problèmes en haut, mais je peux vous dire que moi, pour l'avoir vécu, c'est vraiment très compliqué. Et le rôle du législateur, c'est pas que de le faire des lois, c'est aussi de vérifier qu'elles sont appliquées. On a parlé récemment avec les agriculteurs sur Egalim, notamment. Absolument, Christine. Je voudrais revenir sur une histoire rapidement. On l'a traitée cette semaine. C'est l'histoire de l'aide sociale à l'enfance. Il y a une petite fille de 15 ans qui s'est suicidée dans un hôtel où elle avait été placée dans le Puy-de-Dôme. Moi, je trouve ça absolument terrible. Elle n'aurait jamais dû y être si les décrets d'application avaient été signés. Et comble de l'ironie, quand la question a été posée lors des questions au gouvernement, ce décret a été signé mardi, en début d'après-midi, par Gabriel Attal, pour interdire le placement des mineurs seuls qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance dans des hôtels, donc totalement livrés à eux-mêmes. Voilà ce qui éloigne chaque jour un peu plus, je pense, tous les, on va dire, toute la population de la décision et du choix des politiques. Absolument. Qui prennent des décisions. Mais je vous rejoins, Jean-Baptiste, c'est comment sont appliqués derrière tout ce qui est annoncé. C'est la difficulté entre l'annonce et l'application. Et ça, c'est dévastateur, je trouve, pour réconcilier le citoyen et l'action politique. Vous voyez, je vois fin des sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance. La loi Taquet n'est toujours pas appliquée et qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il y avait en tout cas pas d'accompagnement jusque-là. Et Régis, un mot sur la Civise et effectivement la situation sur cette situation-là. Je connais assez mal le problème de la Civise. Je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard, mais j'étais à l'heure, moi. Mais c'est vous qui avez commencé un peu en avance, Valérie. Oui. Moi, je peux répondre sur l'ASE. L'ASE, c'est un désastre. C'est un désastre. Alors je ne vais parler que d'un des problèmes que je connais bien, sinon très bien. C'est celui des mineurs non accompagnés. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'associations en France ont transformé le fait que les mineurs non accompagnés doivent être pris en charge par les départements. Les ASE, c'est une division des départements. C'est pas une entité qui a une personnalité morale. Et donc, on a aujourd'hui de véritables trafics. C'est-à-dire que 60% des MNA en France sont originaires de 3 ou 4 pays d'Afrique, et puis d'autres ailleurs bien sûr, et en général ne sont pas des mineurs, ce sont des majeurs. Et donc, ça coûte environ, il y a eu une commission d'enquête parlementaire, il y a eu des rapports qui ont été faits, ça coûte entre 2 et 3 milliards d'euros par an au département. C'est une catastrophe parce que décret d'application, je veux bien, mais il y a également la question des moyens.
Et la question des moyens, ces moyens sont obérés par un phénomène qu'on refuse de prendre en charge ou de regarder en face, qui est celui de ces filières d'immigration que sont devenus les MNA en France. Alors on a un peu dévié du sujet de départ, mais ça concerne effectivement l'enfance qui devrait être une priorité, et effectivement la Civis qui était là, cet organisme qui était là pour lutter contre l'inceste et les violences intrafamiliales. On ignore son avenir, et le gouvernement a annoncé des rencontres avec les spécialistes de la question pour savoir qu'est-ce que va devenir cette commission. À ce jour, on n'en sait rien. Puisqu'elle multiplie les crises. Oui, et elle avait commencé un travail sérieux en plus, donc, et ce qui était salué par les associations, je sais, et par de nombreuses personnes. Donc j'espère que notamment Éric Dupond-Moretti va se ressaisir et va redynamiser, parce qu'elle est indispensable, effectivement. Juste un mot sur, effectivement, présomption d'innocence sur la vice-présidente. Camille, une auditrice, me dit « J'ai été très choquée de lire ce qui avait été relaté. » Encore une fois, attention, on n'est pas dans le dossier. C'est un examen médical. C'est un examen médical, donc ça, c'est quand même très très particulier. C'est une femme d'expérience, c'est une femme respectée dans son milieu. Caroline Rey-Salmon, qui est une pédiatre, une femme qui est à l'hôtel-dieu aux urgences médico-légales. Donc attention, attention. Non, mais on a vu des gynécos attaqués aussi donc, dans le même cadre. Donc attention à la façon dont on peut interpréter les choses. Régis, vous vouliez parler de oui. Juste un dernier petit mot pour essayer de compenser mon terrible retard. Concernant cette mise en cause de cette personne, oui, effectivement, j'ai jeté un coup d'œil. C'est assez terrible. C'est devenu maintenant, si vous voulez, c'est la façon dont cet examen a été vécu, qui a été fait par une personne manifestement d'expérience. J'ai lu quelques détails, on va pas en parler ici, mais effectivement, on a une perception de quelque chose et qui est c'est normal, qui doit être un peu traumatisant, et immédiatement, la presse s'en empare, il y a un achat médiatique qui se déclenche. C'est une période, de ce point de vue-là, une période terrible, parce que lorsque ça vous arrive, c'est la mort sociale quasiment assurée. Moi, mon coup de cœur, mais c'est méchant ce que je vais faire, mais mon coup de cœur, c'est ce pauvre Biden. Biden, il a inventé une machine à voyager dans le temps. Il a rencontré Mitterrand à Londres, mais maintenant il a rencontré Helmut Kohl, et il pense que le pays qui jouxte la zone de Gaza, c'est le Mexique. Donc c'est terrible. Je sais pas, on est à 8 mois, même pas. Pourtant, ce matin, vous avez vu que cette nuit, il a démenti avoir quelques problèmes de mémoire que ce soit. Oui, mais c'est justement en démentant qu'il a dit que Sisi était président du Mexique. Oui. Alors les républicains de la Chambre des représentants, où ils sont majoritaires, ont dit qu'il n'était plus en état. Je pense qu'il suffit de regarder ces interventions bien sûr. Pour le constater. Alors attention, c'est qu'il a des moments de lucidité. Rappelez-vous ce qu'on disait, c'est pas pour le comparer, ce qu'on disait de Pétain, c'était ses conseillers qui disaient il avait 4 heures de lucidité par jour à 84 ans. Mais là c'est vraiment préoccupant. Écoutez un discours de Biden, c'est gênant. Alors le problème, c'est que Trump continue à engranger les victoires dans les primaires, que la candidature de Biden, on se pose beaucoup de questions, et pendant ce temps-là, le monde continue à tourner avec des crises extrêmement importantes, c'est-à-dire que des risques de guerre généralisés, et on peut se dire que où en sommes-nous? Comment se fait-il que nous soyons arrivés à une telle situation dans un monde globalisé? Ce qui arrive aux États-Unis, tout le monde le voit. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, et donc je me dis, je trouve ça très inquiétant. C'est très inquiétant. Juste avant de passer au journal, cette petite blague qui circule sur Internet, c'est Biden au téléphone et qui dit comment ça va Otto. Alors apparemment, tu as réussi à capturer Napoléon III à Sedan. Allez, je te laisse, passe le bonjour à Madame Bismarck. Voilà. Effectivement, on en rit, mais c'est assez tragique. Allez, à tout de suite après le journal sur Sud Radio. Patrimoine historique, gastronomie renommée, quartiers animés, festivités culturelles, bouchons lyonnais, sport et créativité. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité. L'actualité, est-ce une actualité? Le remaniement, tout ça pour ça. Un gouvernement complété donc hier avec un petit peu toujours les mêmes et certains arrivants qu'on ne connaît pas bien quand on n'est pas capé comme vous. Jean-Baptiste Moreau, Nicole Belloubet à l'Éducation nationale, qu'en pensez-vous? François Bayrou, le parquet a fait appel. Les réquisitions, je rappelle, avaient été assez forte, assez sévère, et il avait été relaxé au bénéfice du doute. On pourra en parler avec vous, cher Régis de Castelnau, sur cette justice politique. J'ai écrit sur le sujet. Oui, je sais, c'est ce que j'ai dit, mais vous n'étiez pas là quand je vous ai présenté. Donc on est ensemble avec Régis de Castelnau, avocat. On peut vous lire sur votre blog, Vue du droit, et votre livre, Une justice politique, est paru aux éditions L'Artilleur. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur et consultant indépendant. Et Najouel a été docteur en droit public et auteur de Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Alors, on continue notre tour de table avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jean-Baptiste, c'est un coup de gueule. Oui, comme d'habitude, je sais faire que ça pratiquement. Non, c'est une vidéo qui tourne depuis quelques jours pas mal sur Twitter, sur François Bégodeau, qui participait à un débat dont le titre en dit long déjà, l'école au cœur du projet raciste et réactionnaire. François qui, pardon? Bégodeau. Non, oui, je sais, je fais un peu exprès. Quand même, il a réalisé. C'est-à-dire que si on écoute France Inter, on sait qui c'est. Si il a réalisé au moins un bon film, c'était Entre les murs sur l'école rurale, franchement, qui m'avait beaucoup plu, et c'était une ode à l'école rurale, et franchement, c'était plutôt un bon film. Mais depuis, ses prises de position sont absolument ineptes et incompréhensibles. Alors là, il est très fort. Hein. Il dit quand même, l'école est quand même une instance d'humiliation des classes populaires, et je suis pas loin de penser qu'elle a été conçue pour ça. Enfin, là, on est dans SOS tout le monde est victime.com. C'est d'expliquer que, en plus, c'est un mépris de classe, c'est un mépris social, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est issu des classes populaires, forcément, on est incapable de réussir à l'école, et même l'école fait exprès de vous faire échouer. Enfin, moi, je viens d'une école rurale, j'ai de pères paysans, j'ai eu plein de copains en classe qui ont réussi des parcours, qui ont fait des écoles d'ingénieurs, qui ont réussi des superbes parcours, et qui se sont extraits, justement, de leurs conditions de départ, qui ont fait complètement autre chose que ce à quoi ces gens-là les prédestinent, parce que finalement, ces gens-là, c'est la moraline d'extrême gauche. Ce qu'ils visent, c'est l'assignation à résidence, c'est-à-dire que les pauvres restent pauvres, les riches restent riches, comme ça leur permet d'entretenir leur petit rêve de révolution et de grand soir. Mais c'est du mépris, et enfin, moi, ça me fout en rogne, quoi. Alors, je suis d'accord que l'école, elle a des imperfections, et que la méritocratie, elle est pas suffisamment présente, et que, mais la faute à qui? Et la faute à eux, justement. La faute à leur logiciel idéologique qui veut que tout le monde est égal, qu'il faut surtout pas mettre de notes aux enfants parce que ça les traumatise, qu'il faut surtout pas... Enfin, je veux dire, qui prépare des générations de poulpes ou de plantes vertes en essayant surtout pas de les élever, mais en les maintenant dans leurs conditions. C'est ces gens-là qui sont responsables de cette situation-là. L'école est républicaine depuis tout le temps, et encore à mon époque, et je pense encore aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles, elle permet justement de s'élever, d'aller vers l'autonomie, d'aller vers l'envie de découvrir d'autres choses, et c'est son rôle, et elle le joue parfaitement encore pour beaucoup, je pense, même si c'est largement perfectible, et alors après on va nous seriner le manque de moyens et tout ça. C'est pas ça le problème enfin, je veux dire, c'est cette idéologie le problème de l'école. C'est pour moi pas grand-chose d'autre, hélas. Et le niveau aujourd'hui, et l'idéologie et le dogme dans lequel sont enfermés un certain nombre d'enseignants. Voilà. Mais je pense que le rôle de l'école, c'est justement, et il n'y a absolument pas de projet pour l'école de maintenir un ordre social tel qu'il est, c'est-à-dire les riches restent riches, les pauvres restent pauvres. On est dans la limite du complotisme. Enfin, c'est d'une bêtise insondable. Et franchement, moi, ça me révolte parce que justement, si je suis là aujourd'hui, si j'ai été député, c'est grâce à l'école républicaine, grâce à ma classe unique rurale, grâce à mon petit collège de 140 élèves, et voilà, et je suis sorti de la trajectoire où ces gens-là veulent assigner les gens. On pourra reparler de l'éducation nationale, évidemment, avec la nomination de Madame Belloubet. Christine, vous aviez Régis voulait réagir à ce que vous venez de dire avant. Oui. Simplement, je suis en partie d'accord avec Jean-Baptiste Moreau, c'est que
effectivement, l'école est un outil de reproduction. Mon camarade Louis Althusser, il y a fort longtemps, parlait d'appareil idéologique d'État. Mais aujourd'hui, j'ai vu, moi, Belgodo. Belgodo, il est quand même assez connu dans les milieux germano-pratins, mais au-delà. Hein. Mais c'est idiot. Cette accusation est idiote, parce qu'il faut quand même pas oublier que l'éducation a été une priorité, y compris des pays socialistes qui avaient, Emmanuel Todd parle d'obsession. Hein, concernant l'éducation, et la République a fait un très beau travail. Aujourd'hui, il y a un abaissement, sinon une catastrophe éducative, ça c'est tout à fait réel, et il faut en analyser les causes. Mais présenter l'école et l'accès au savoir comme un outil de domination visant à reproduire un ordre social, c'est totalement sommaire, parce que c'est pas vrai. C'est contradictoire, bien évidemment, c'est contradictoire. L'histoire est dialectique, nous a dit Hegel, mais l'école, c'est aussi ce que Jean-Baptiste décrivait. Donc, je sais pas pourquoi il prend la pause comme ça en venant dire voilà. Mais j'ai vu qu'il y avait derrière lui lors de cette émission, il y avait toute la bande des indigénistes et des décolonialistes. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle, avec Ouria Boutelja au premier rang. Voilà, c'était de la complaisance pure, et je trouve ça assez nul, parce qu'il a dit des choses qui étaient parfois intéressantes sur l'éducation. Ouais. On passe à Christine, et votre coup de gueule, c'est un sujet qu'on voulait traiter, donc on va pouvoir en débattre à propos des médecins et de la consultation. Oui, qui devrait, je dis bien devrait parce que rien n'est encore écrit dans le marbre, qui devrait donc passer la consultation chez notre médecin généraliste à 30 €. On est en passe d'avoir un accord entre l'assurance maladie et les 6 représentants des syndicats de médecins généralistes, mais ça serait, alors je dis serait parce qu'il y a plusieurs contreparties qui ont été posées par l'assurance maladie, à savoir réduire, ce que les médecins s'engagent à faire réduire le nombre de médicaments qui sont consommés par les Français annuellement, et augmenter également la présence de ces médecins généralistes pour assurer, on va dire, les débuts de garde de week-end pour soulager sans doute les services d'urgence. Je rappelle que la moyenne d'une consultation chez un médecin généraliste, je parle de la moyenne européenne, est à 47 €. Ouais. 26,50 € aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on octroie 4,50 € d'augmentation aux médecins généralistes, en 3,50 €, pardonnez-moi, qui n'avait pas bougé depuis 2017. Beaucoup disent le problème, il est effectivement dans la tarification, mais c'est surtout dans l'attractivité du médecin généraliste et du métier de médecin généraliste. Donc, les réponses sont pour l'instant pas à la hauteur, d'après ce que nous disent les syndicats de médecins. Et on assiste aussi, et le revers de la médaille, il est là pour les patients, à de nombreux médecins généralistes qui aujourd'hui sortent du conventionnement et appliquent la consultation à 50 €. Et donc, au bout du bout, c'est encore une fois, parce qu'on n'arrive pas à valoriser ce métier de médecin généraliste, au bout du bout, c'est le patient qui en pâtit. Voilà, je rappelle qu'un médecin généraliste qui va sortir là dans les 5-6 prochaines années, puisqu'on a enfin desserré un tout petit peu le numerus clausus, il aura fait 10 ans, puisqu'on leur a rajouté une année supplémentaire de stage avant de pouvoir commencer à exercer, s'il le souhaite, en libéral. Donc 10 ans à 30 €, la consultation qui dure en moyenne entre 25 une demi-heure, c'est le minimum requis. Je pense que c'est encore une fois le système de santé. J'espère que le ou la nouvelle ministre, j'avoue, je me souviens plus très bien du nom. C'est Frédéric Valletoux. Frédéric Valletoux. Ouais, voilà. Valletoux. Paraît-il très bon communicant, pourra effectivement sortir ce dossier assez rapidement par le haut, parce que dans les territoires, dans les villes, la question du médecin référent devient aujourd'hui un vrai problème et une vraie inquiétude pour les Français. Oui, non, mais vous avez raison. Oui, Valérie, je peux dire du bien de Frédéric Valletoux maintenant ou un peu plus tard? Allez-y. C'est le seul bon communicant. Non, il a été journaliste, c'est quelqu'un qui connaît très bien toute la sphère publique. Son père était le dirigeant d'une des grandes banques des collectivités locales. Bon, c'est un ami, je l'ai pas vu depuis très longtemps, et puis bon, politiquement, on a des désaccords désormais. Mais c'est quelqu'un qui a une expérience sociale, une expérience politique, qui connaît ses dossiers. Donc, se contenter de dire qu'il communique bien, j'ai vu que on disait ça aujourd'hui, c'est peut-être un peu facile. Quand je vois les castings
de ces gouvernements où on a des gens sortis de nulle part qui sont incompétents. On vient de voir la catastrophe Oudéa Castéra. Je vois arriver Frédéric Valletoux. Je pense pas que ce soit une erreur de casting. Non, puis il était président de la Fédération de l'hôpital public en plus, donc tout à fait. Voilà, en termes de santé. Et ce que disait Christine Bouillot, l'année qui a été rajoutée, c'est de stage pour les médecine générale, c'est pour aller en stage justement dans les zones sous-dotées, notamment dans les campagnes, pour et sortir un peu de l'idée reçue du médecin. Non, mais vous savez combien ils vont être payés après 9 ans d'études? Non, mais c'est un vrai problème. Allez faire un tour dans les facs de médecine et auprès des futurs médecins généralistes. Ils veulent pas aller dans la médecine générale. C'est bien pour ça aussi que l'obligation. Non, mais on fait pas ça. On n'a pas fait ça. Pardonnez-moi, je suis obligé de rectifier. Oui. On n'a pas fait ça pour les former encore un peu plus. On a fait ça parce qu'on trouvait personne pour aller dans les zones sous-dotées. Non, mais aussi pour leur faire découvrir que la médecine rurale change un peu quand même aujourd'hui et que c'est plus le médecin qui est corvéable à merci. Enfin, non, mais si. Je vais vous faire fondre la Creuse. Je connais un peu la médecine générale. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de maisons de santé. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et donc, il y a des moyens de plus être corvéable et taillable à merci avec la médecin qui passe à 21h30 voir les personnes âgées pour les renouvellements de médicaments. Ça, on en sort un peu, heureusement, parce que de toute façon, il y a que comme ça qu'on arrivera à redonner de l'attractivité à ce métier. C'est effectivement pas les faisant bosser tous les week-ends et tous les soirs jusqu'à 23h en visite et en consultation. Donc, c'est aussi... Non, mais ce que je veux dire, Jean-Baptiste, c'est que cette année-là supplémentaire, elle n'a pas été imposée aux autres. C'est que cette année-là supplémentaire, ça peut être un repoussoir pour les étudiants en médecine quand ils doivent choisir leur spécialité. Vous le savez très bien, il y a un tuyau qui est quand même compliqué. Donc plus vous rajoutez une année supplémentaire alors qu'ils sont déjà à Bac+9, qu'ils ont fait des stages dans tous les services, ils choisissent pas les services dans lesquels ils sont. Je rappelle quand même qu'ils font tourner les hôpitaux l'été. Enfin, je veux dire, ces étudiants en médecine, j'ose espérer quand même que on est conscient de la somme de travail et que derrière, à la limite, allez, on rajoute la 10e année et qu'on s'arrête à 30 € la consultation, je dis qu'on se tire encore une fois une balle dans le pied. Non, mais il faut redonner de l'attractivité. Évidemment, il faut redonner de l'attractivité. Ça passe aussi par la rémunération de la consultation. Oui, complètement, oui, ça c'est sûr. Ouais. On se retrouve dans un tout petit instant, petite pause pub, et on va parler de la composition du nouveau gouvernement. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio de donner la parole aux sans-voix. Oui. Grâce à vous, on avance. Sud Radio, parlons vrai. Bonjour, c'est... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, ce nouveau gouvernement. À l'instant, je vois sur X, Twitter, qu'on a payé 1 million d'euros. La mairie de Paris a payé 1 million d'euros pour afficher ces espèces d'immondes cartons pour promouvoir les Jeux Olympiques sur la façade. C'est un truc absolument abominable, des cartons bleus qui ressemblent à rien. Et donc, on a dépensé ça. Bon, bref. Elle n'est pas une ignominie de plus. Non, puis le déficit est tellement abyssal que de toute façon, on n'est plus 1 million près. Absolument. Parlons donc de ce nouveau gouvernement. Enfin, peut-on dire nouveau gouvernement vu le nombre de redoublants, on va dire. Ou de rattrapage. Ou alors ils ont eu un mois de vacances. Mais on a envie de se demander, mais tout ça, je pense qu'ils ont été très stressés. C'est ce que nous disait Fanta Berreté hier, c'est que c'est une situation quand même d'incertitude pendant presque un mois. C'est surtout une situation d'incertitude pour les collaborateurs qui ne sont pas payés pendant un mois. Oui, c'est ce dont on a... les ministres, c'est une chose. On l'a évoqué hier, mais on a envie de dire quand même tout ça pour ça. C'est-à-dire de retrouver Agresti Roubache, de retrouver Patrice Vergriette, de retrouver toujours les mêmes. Non. Alors, la parole est à la défense. Non, mais ça veut dire quoi? Que personne veut y aller? Qu'ils ont personne? Je vais remettre Belloubet à l'éducation. On va en parler dans un instant. Belloubet, elle a été rectrice de Limoges pour le coup. Donc, oui, mais enfin, elle représente Toulouse. Et de Toulouse. Elle a été première adjointe au maire. Depuis hier, on dit toujours Toulouse, mais on ne dit pas qu'elle était rectrice de Limoges. Donc c'est pour ça que j'insiste sur... Mais elle représente quand même tout ce qu'on ne veut plus voir en politique quand même, non? Elle connaît les sujets d'éducation. En tant que rectrice, elle les connaît bien. Donc voilà, elle est plutôt appréciée. Elle avait pas hésité à claquer la porte quand les décisions lui allaient pas en 2005, qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas de moyens suffisamment mis dans l'éducation nationale. Elle devait démissionner de son poste. Donc voilà, c'est une femme de caractère. Moi, je la connais bien parce que je l'ai connue en tant que garde des Sceaux quand j'étais député. Mais c'est pas flashy. Elle va pas enflammer les foules sur un débat. Ça, c'est certain. Mais après, c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Et elle connaît bien les sujets d'éducation et de l'éducation nationale. Donc,
il faut des gens compétents. Après, peu importe d'où ils viennent et leur parcours. Mais elle semble quand même assez loin, on entend ce matin dans les médias, elle semble assez loin de la ligne Gabriel Attal. C'est-à-dire que ça, c'est plus le souci. Ça, oui, sur l'affaire Mila, où elle a estimé que c'était pas qu'il y avait blasphème, en gros, que c'était des fariboles que de vouloir mettre l'uniforme. Avec Najwa, on a un parcours un peu commun, et c'est vrai que sur tout ce qui est laïcité, respect de la laïcité, c'est pas forcément celle qui a les convictions les plus acharnées, effectivement, dans tous les ministres qu'on a eus. C'est pas Jean-Michel Blanquer, on est d'accord. Oui, mais c'est ça. J'en pense quoi ? J'en pense qu'il y a un certain nombre de gens, dont des amis, qui sont retournés et qui le méritent. Je pense à Roland Lescure, je pense à Agnès Pannier-Runacher, je pense à Olivia Grégoire. Il y a un certain nombre d'amis qui ont été promus. Je pense à Marie Lebec et Guillaume Casbarian, qui sont tous ces profils que je viens de citer, ce sont des gens qui travaillent énormément, qui s'amusent pas dans les ministères où ils sont, et qui s'amusaient déjà pas en tant que députés dans les responsabilités qu'ils ont eues. Donc c'est des gens qui sont bosseurs, qui veulent faire bouger les lignes et qui veulent faire bouger les choses. J'entends toute la LFI tomber sur Guillaume Casbarian depuis hier parce qu'il avait fait un projet de loi sur les squatteurs. C'était juste pour éviter les squats et les spoliations des petits propriétaires notamment. C'est la dérive habituelle de la gauche bien pensante qui raconte absolument n'importe quoi sur absolument toutes les thématiques. Mais quel est le bilan de Madame Agresti-Roubache ? Quel est le bilan de Franck Riester ? Quel est le bilan d'Hervé Berville ? Moi, je veux bien intervenir là-dessus. C'est ça la question. Je ne vais pas parler du bilan, mais en tous les cas, la petite enfance, je pense avoir... pas quasiment tout dit, mais en tous les cas pointer du doigt les défaillances. Mais c'est vrai qu'au bout de 4 semaines, la réalité c'est qu'on s'attendait à un effet, je disais à Jean-Baptiste Moreau, à un effet waouh. Mais waouh, non pas par rapport, attention, non pas par rapport aux compétences des ministres, comme vous le disiez, Jean-Baptiste. Il y a des ministres qui sont bosseurs, qui certes sont pas connus, mais en tous les cas qui ont une légitimité dans certains domaines, et on pense notamment au logement. Par contre, l'effet waouh, il n'est pas au rendez-vous, notamment par rapport aux prises de guerre à droite, hormis l'arrivée de Rachida Dati, et il n'y a pas de personnalité de gauche qui ait rejoint le gouvernement. Et c'est vrai qu'au bout de 4 semaines, on s'est dit il va y avoir un effet de surprise. Et cet effet de surprise n'est pas au rendez-vous. Alors vous avez la petite tension et les tiraillements avec François Bayrou qui ont fait l'objet de cette actualité de ce remaniement. Mais autant vous dire que le MoDem va sentir quand même plutôt bien. Enfin, il retrouve les 4 postes au sein de ce gouvernement, donc agriculture, affaires européennes, numérique et famille, alors que on constate que du côté d'Horizon, c'est moins bien, avec 2 postes à la transition écologique et à la santé, mais on reste quand même sur notre fin. Alors, je reviens à l'éducation nationale, quand même. L'éducation nationale, qui est un portefeuille extrêmement important. On va en reparler. Je voudrais faire un tour de table déjà sur la composition en soi du gouvernement, qui fait un peu pchit. Quand on parle d'effet waouh, oui, on est dans ce qu'on dénonce, c'est-à-dire l'effet d'affichage, mais on attendait peut-être un gouvernement un peu plus surprenant en termes de cap ou de compétences. Là, on a un peu quand même globalement... Ou même d'incarnation. Par rapport à des combats. Alors, Christine, je vous entendais dire non. Pour moi, ça a été laborieux. Enfin, pour moi, c'est très laborieux. Mais pour arriver à ça, voilà, pour arriver à ça, justement, c'est-à-dire que, depuis que Gabriel Attal a été nommé, on a quand même vécu une crise agricole. Enfin, un psychodrame avec la ministre de l'Éducation nationale sur des propos qui a ravivé d'un coup presque la guerre publique-privée dans l'éducation. Enfin, il s'est tellement passé de choses qu'on se dit, mais voilà, arrive un gouvernement avec des têtes qui étaient déjà là avant, mais pourquoi alors à ce moment-là elles sont pas sorties tout de suite du chapeau il y a 4 semaines? Donc ça, c'est première interrogation. Après, sur le casting, je vais dire quelque chose qui va pas plaire à Jean-Baptiste. Je vais dire les Français sont
usés, quoi. Ils sont fatigués. Mais qu'ils s'en foutent, on est d'accord. Hein, qu'ils s'en foutent complètement. Non, mais ils sont plus. Mais c'est même plus que ça, Jean-Baptiste. Oui, c'est ça. Je pense que c'est au-delà de ça. Ils sont parce que ça nous agite, nous, ça nous intéresse, nous. C'est vrai que ça nous permet de raconter des choses. Je l'entends. Je dirais que le site, Madame Michu qui va au marché ce matin, je suis persuadée que si on fait... Ah mais total, Jean-Baptiste, je suis désolée de vous le dire. Ah non, mais c'est que ce soit X ou Y, le casting, que ce soit des personnes compétentes qui n'ont pas forcément tous les diplômes requis, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que ça donne une image, et je le redis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de la politique qui est quand même relativement pas glorieuse. Si vous rajoutez en plus le scud pardonnez-moi du terme, de François Bayrou dans son communiqué à l'AFP pour parler du style Attal et de la façon dont les affaires de l'État sont menées au détriment, il y a cette fracture aussi soi-disant entre le Nord et le Sud, entre un gouvernement trop parisien, très éloigné de ce qui se passe au sud de la Loire. Bon, tout ça... ça sent quand même l'essoufflement d'une dynamique d'équipe. Moi, j'aime bien les comparaisons avec le sport. On sent pas le vent nouveau, le souffle nouveau pour dire la deuxième partie de saison va mieux se passer. Voilà. C'est l'effet waouh évoqué par Najwa. Régis, je vous donne la parole juste après la pub. Vous arrivez toujours au moment de la pub. Oui, d'accord. Mais je vous promets que vous aurez la parole au retour. À tout de suite. Je suis paisible. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. La semaine prochaine, à l'occasion de la Saint-Valentin, écoutez le Grand Matin Sud Radio et gagnez votre séjour d'exception. Une nuit au somptueux hôtel Le Clair de la Plume, ensuite avec les petits déjeuners et votre dîner au bistrot à la Ferme Chapouton. Découvrez la carte co-signée par le célèbre chef Glenn Vielle. Une expérience gastronomique incomparable vous attend au pied du château de Grignan en Drôme provençal, au cœur de la première région productrice de truffes en France, avec Sud Radio et l'hôtel Le Clair de la Plume. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité, cette actualité gouvernementale, le nouveau gouvernement. Alors, Régis, on attend avec impatience votre sentence. Je vais reprendre ce qu'a dit Christine, parce que c'est vraiment, c'est moins la composition du gouvernement. Moi, les 3/4 des gens, je les connais pas, j'en ai pour certains jamais entendu parler. Les Français sont... Bon, je reste poli complètement, c'est tout à fait exact. Moi, ce qui me frappe, c'est la façon dont ça s'est passé. La façon dont ça s'est passé, ça fait 2 mois que ça tournicote dans tous les sens, qu'on nous vend le premier ministre le plus jeune, on attend. Il y a eu effectivement les agriculteurs, ce qui est une crise importante, sinon une crise majeure. Il y a ce qui se passe dans le monde, il y a la crise européenne, et donc là on a l'impression d'une espèce de foutoir, une espèce de bazar. Alors de 2 choses l'une, soit ça sent la fin de règne. C'est-à-dire que il y a plus de maîtrise, parce que le principal responsable de l'impression qu'on a là, c'est quand même Emmanuel Macron, c'est lui le patron. Alors, de 2 choses l'une, soit il ne maîtrise plus, soit, ou il a plus les moyens de maîtriser, soit véritablement le gouvernement tel qu'il est prévu dans la Constitution qui détermine et conduit la politique de la nation n'existe plus, c'est-à-dire que tout a été rassemblé. Attention, ses prédécesseurs l'ont fait déjà, mais pas à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, qui est Premier ministre et qui sont les ministres, si on s'en moque, c'est peut-être aussi parce que c'est pas là que ça se décide. Ils mettent parfois techniquement et administrativement en œuvre une politique, mais que celle-ci est décidée à l'Élysée, avec le président de la République, entouré par des conseillers qui tous doublent les ministères. Oui, mais effectivement, on l'évoquait hors antenne, on est à combien ? 34 ministres ? 35, un gouvernement de 35 ministres et secrétaires d'État. Et secrétaires d'État, donc c'est pas franchement un peu moins resserré. Que précédemment, parce qu'il y en avait 40 quelques, je crois, mais c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler hyper resserré. Non, donc Madame Belloubet, on va parler de sa nomination au ministère de l'Éducation. Là aussi, on se demande
pourquoi elle alors oui, Christine, vous nous avez dit qu'elle était appréciée, qu'elle avait été rectrice. Maintenant, quand on a eu Blanquer, quand on a eu Attal, nommer Belloubet, ça paraît c'est un autre style. Oui, ça sera un autre style. Oui. Mais sans doute que sa nomination, déjà, elle vient de l'aile gauche, en tous les cas, elle c'est une ancienne socialiste, faut pas l'oublier. Bien elle sûr. était très proche ici en Occitanie avant qu'elle parte à Limoges chez vous, Jean-Baptiste, dans l'académie de Limoges. Elle a fait et effectivement à l'époque tout le personnel. Alors ça n'empêchait pas des manifestations et des grèves, mais disons en tant que rectrice, elle était respectée et appréciée dans les discussions et pour, on va dire, sa faculté à aborder les sujets, notamment en termes d'inclusion, en termes de moyens dans les quartiers défavorisés ou dans les territoires un peu plus en difficulté. Mais son passage comme garde des Sceaux a effectivement pas laissé la même impression dans le monde de la justice. Souvenez-vous, il y a plusieurs avocats autour de la table. C'est évident qu'elle n'a pas laissé la même impression. Donc, elle sera peut-être plus à l'aise sur les questions d'éducation. La vraie question, c'est est-ce qu'elle aura droit de se glisser dans des sujets qui sont les grands, on va dire les grands axes de communication de Gabriel Attal, c'est-à-dire le retour de l'uniforme, dont je dis entre parenthèses qu'en ce moment les écoles qui étaient censées être candidates ont renoncé sous pression des parents qui n'en veulent pas. Donc il y aura peut-être pas autant d'écoles que ça. Et sur le choc des savoirs et le dédoublement, enfin pas le dédoublement, les classes de niveau dans les collèges. Donc c'est des sujets sur lesquels il va falloir qu'elle discute avec les organisations syndicales. Et le côté positif qu'elle va avoir, c'est qu'elle connaît leur ADN. Elle n'ira pas en frontal comme a pu faire Jean-Michel Blanquer, et certainement qu'elle n'ira pas en frontal non plus comme a pu faire Gabriel Attal quand il est arrivé, qui a fait un discours plus à destination des familles qu'à destination des enseignants. Peut-être qu'il faudrait quand même quelqu'un en frontal à un moment aussi. Non, non, mais je dis pas, c'est dans le style que je fais la comparaison. Oui. Alors, mais concernant Nicole Belloubet, et Christine le rappelait, elle a négativement marqué quand elle était ministre garde des Sceaux. Garde des Sceaux, donc ministre de la Justice. Et c'est vrai que nous, en tant qu'avocats, on a été particulièrement marqués par sa mauvaise gestion quand il s'agissait de débattre en 2020 concernant la réforme des retraites, où elle souhaitait, en tous les cas, elle défendait l'entrée des avocats dans le régime universel. Je rappelle que les manifestations ont duré 2 mois, ce qui est historique au niveau des barreaux. Il y a eu au Robert moins Badinter est décédé. Oui, j'ai vu, mais on va en parler évidemment. On vient d'apprendre le décès de Robert Badinter à l'âge de 95 ans. Emblématique garde des Sceaux. Mais je voulais qu'on va en parler juste après. Je voulais juste terminer, sur Nicole Belloubet. Donc elle a pour marqué les avocats, vraiment, en tant que ministre de la Justice, elle a été, elle a mal géré les choses, et notamment cette grève historique des barreaux. Ensuite, j'ai envie de prendre de la hauteur et de vous dire, moi, là où je suis inquiète, c'est par rapport au ministère de l'Éducation nationale. Alors, j'espère être positivement surprise, mais on a quand même 5 ministres qui se sont succédés avec, on va dire, une idéologie différente en ce qui concerne l'école. Alors, on avait un ministre très attaché à la laïcité, je pense notamment à Jean-Michel Blanquer, un ministre, Jean-Michel Attal, Gabriel Attal, excusez-moi, donc Gabriel Attal qui et moi ça me plaisait, qui manifestait une autorité, par rapport à l'école, et on parlait de l'uniforme, et je trouve que c'était trop court, et j'aurais aimé que ça s'inscrive dans la durée. Et le ministre de l'Éducation, le ministère de l'Éducation nationale est un ministère qu'on doit prendre très au sérieux, parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. L'avenir de nos enfants dans un cadre où, quand même, vous avez des enseignants qui ont soif de sens.
et qui aujourd'hui rencontrent un véritable malaise parce qu'ils estiment que leur situation se dégrade de plus en plus. Et puis, eh bien, on les valorise pas suffisamment. Donc, moi, je suis très inquiète pour l'éducation nationale et j'espère être surprise. Je l'espère. Oui. Non, mais Jean-Baptiste Moreau. Je partage aussi un peu les inquiétudes de Najwa parce que, on a combattu ensemble sur la laïcité et en point de se faire traiter à maintes reprises de laïcard par certains de nos amis politiques. Effectivement, entre la ligne Jean-Michel Blanquer et celle esquissée par Gabriel Attal et la ligne Papendiaï, Nicole Belloubet, c'est effectivement, pas du tout la même ligne sur l'école de la République et la laïcité. Donc, on verra un peu quel va être ce que va faire Nicole Belloubet à l'éducation nationale. Maintenant, il faut garder à l'esprit aussi que le Premier ministre Gabriel Attal avait dit qu'il gardait aussi un œil très vigilant sur l'éducation nationale. Il y a un certain nombre d'annonces dans son discours de politique générale sur le sujet. Donc espérons vous savez ce que c'est que d'être Premier ministre aussi. On peut pas, tout gérer. Quoi. Oui, on peut pas tout gérer, mais on supervise quand même les actions de ces ministres. C'est quand même la base de la fonction. Robert Badinter est mort. Alors Régis, oui, on va évidemment en parler dans un instant. Régis, vous vouliez juste peut-être dire un mot sur Madame Belloubet. Juste dire un mot. Elle a été un mauvais garde des Sceaux, ça c'est clair. Elle n'est pas la seule. Son successeur est pas terrible non plus, ça c'est mon opinion. Le problème, c'est que l'éducation nationale est par terre. Enfin, c'est actuellement, dans beaucoup d'aspects, une véritable catastrophe. Et qu'est-ce que je constate? Que après Blanquer, grosse déception parmi ceux qui attendaient retour à l'autorité, à l'ordre, etc. Et après, on a Pape Diaye, un échec. Oui, c'est ça. Gabriel Attal, une dizaine de minutes à la tête de ce grand ministère. Oudéa Castéra, une catastrophe. Et maintenant, on a, c'est pas une comparaison, hein, un cheval de retour qui est Nicole Belloubet, après une carrière très longue. Elle a été membre du Conseil constitutionnel aussi. Donc, ça témoigne bien de la réalité d'une crise, quoi. Je veux dire, depuis le départ de Blanquer, on navigue à vue. Parce que Jean-Michel était resté quand même 5 ans. Oui, il est quand même resté en poste assez longtemps. Donc Robert Badinter est mort à l'âge de 95 ans. Confirmation de l'agence France Presse. C'est vers les avocats que je vais me tourner. Ça a représenté évidemment quelqu'un à l'abolition de la peine de mort, un grand avocat, un militant. Il était né en 1928 effectivement et il a traversé le siècle. Peut-être vous, Régis, qui êtes plus ancien. Oui. Plus ancien et qu'il est connu comme avocat. Avant qu'il devienne garde des Sceaux et ensuite président du Conseil constitutionnel. Alors, pour moi, il y a deux parties dans Badinter, dans Robert Badinter. C'est la première, c'est le combat pour la peine de mort. Certains disent c'était une volonté de François Mitterrand. Non, c'était, une volonté de François Mitterrand, mais avant. En tant qu'avocat, il a mené un combat extrêmement courageux. Il avait été complètement traumatisé par la décapitation de Buffet, dont il était l'avocat et à laquelle il avait assisté. Et après, il a mené un combat personnel. Il a été sauvé Patrick Henry, alors que devant la même cour d'assises que celle qu'avait condamné Buffet, et il l'a sorti de dessous le couteau. Non, ça magnifique. Il a sorti plein de gens, il a fait prononcer plein de décisions qui renonçaient à la peine de mort, et ensuite il l'a porté devant l'Assemblée nationale. Mais ça, c'était plutôt symbolique, cette dimension-là. Après, en tant que garde des Sceaux, en tant que président du Conseil constitutionnel, il a accentué ce que je considère comme une évolution négative sur les compétences, l'élargissement des compétences du Conseil constitutionnel. Là, je serais plus réservé. Mais là, c'est directement politique. Mais en tant qu'homme et en tant que combattant de cette cause, il a été magnifique. Oui, c'est pour le coup, on parlait de nos politiques. Là, on avait affaire à quelqu'un d'autre.
Ah, mais je parlais de charisme et d'incarnation. Robert Badinter représentait un combat, et mon confrère le rappelait, contre, en faveur de l'abolition de la peine de mort. Et donc c'est une source d'inspiration pour de nombreux avocats. Et c'est vrai qu'on se souvient de son magnifique discours très très puissant à l'Assemblée nationale sur cette question. Et c'est vrai que c'est ce type d'hommes et d'hommes politiques qui nous manquent aujourd'hui. Enfin, faut le reconnaître. Hein. On parlait, et je me répète un peu, mais d'incarnation. Mais c'est des hommes politiques comme ça qui font que on se bat, on se mobilise sur des causes nobles. Et c'est ce qui manque à la classe politique aujourd'hui. Bien sûr. Jean-Baptiste. Oui, non, c'est un de ceux qui m'a le plus profondément marqué dans mon enfance et mon adolescence. Et qui m'a donné envie de m'engager en politique. J'ai eu la chance de le croiser. Son épouse Elisabeth Badinter, effectivement, à quelques reprises. Et on peut être qu'impressionné. On peut être qu'impressionné par cet homme. Il y a eu effectivement le discours et son combat sur la peine de mort. Il y a eu son parcours, enfin, je veux dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a eu, je me souviens aussi, qui m'avait fortement marqué, c'était sa colère au Veldiv sur les sifflets à l'encontre de François Mitterrand. C'était quelque chose de puissant. C'était un homme de conviction. C'était un homme, engagé, qui avait pas sa langue dans sa poche, qui ne pratiquait pas les éléments de langage en boucle comme certains le font aujourd'hui, et qui était vraiment un homme de conviction et qui hésitait pas à exprimer même ses désaccords avec son propre camp. C'était un homme admirable, et évidemment on peut que regretter, saluer sa mémoire et regretter que on n'ait pas beaucoup d'héritiers aujourd'hui de Robert Badinter. Christine? Je rappelle, 144 pays au monde ont aboli la peine de mort aujourd'hui. Le combat n'est pas terminé, mais il y a parfois aussi... je me souviens d'interventions de Robert Badinter, même s'il était vieillissant et ces derniers temps, qu'il s'inquiétait de certains sondages où les Français n'étaient pas contre le retour de la peine de mort pour certains crimes. Absolument. Donc on voit bien que ce combat-là, il le portait certes en tant que garde des Sceaux à l'époque, mais qu'il reste d'actualité. Donc sa mémoire aujourd'hui, elle va être importante de rappeler ce que finalement notre démocratie lui doit. Voilà, c'est important. Et effectivement, que sa voix, sa mémoire, sa sagesse continue à imprimer et à se faire entendre encore aujourd'hui. Je pense beaucoup d'hommages évidemment à venir. On continue dans un instant. On va revenir sur une actualité plus proche, sur une autre actualité. Je voulais vous entendre, Régis de Castelnau, sur l'appel du parquet dans l'affaire Bayrou. À tout de suite. E.Leclerc, offre également disponible dans nos magasins Jardy Leclerc. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Alors Régis, vous avez publié, je le rappelle, un livre qui s'intitule Une justice politique. François Bayrou, donc, avait été relaxé au bénéfice du doute, je le précise, ce qui n'était pas déjà très glorieux. Et le parquet de Paris a fait, c'est de Paris, a fait appel. François Bayrou lui dénonce un acharnement. Alors, est-ce qu'il y a du politique là-dedans? Oh là 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 là. Bon, j'ai écrit un livre, mais j'ai écrit sur cette affaire. J'ai écrit un article il y a quelques jours. Tout le monde doit filer vers mon blog, Vue du droit. Bon, non, simplement, première observation, la relaxe de François Bayrou est une plaisanterie. Bien. Elle a fait rire tout le monde dans les couloirs du palais parce que on est venu nous dire que il y avait une espèce de système qui permettait de payer des emplois directement politiques avec les attachés parlementaires du Parlement européen, mais que François Bayrou, le chef de ce parti, qui était présenté, si vous voulez, quasiment comme l'organisateur de tout ça, puisqu'il était le patron par Corinne Lepage dans son livre de 2015, qui fait tout démarrer. Donc après, ça a pris du temps. Dire qu'il n'était pas au courant, ça n'est pas sérieux. Juste un exemple. Sa secrétaire personnelle, qu'il voyait donc tous les jours ou presque,
pendant 5 ans, était payé par le Parlement européen pour être à ses côtés. Bon, moi, je veux bien tout ça. Il n'était pas parlementaire européen, lui. Non. Bon, donc tout ça n'est pas très sérieux. Et cette décision était une décision logique. On a considéré... Non, de complaisance. D'accord. Je parlais de la venir dire, il y avait un système, tous les autres, ou presque, ont été condamnés, et venir dire, mais le patron ne savait pas, je veux bien, mais c'est un peu se moquer du monde. Le problème, c'est que à cause du parquet, j'ai perdu. J'en avais pas fait le pari, mais moi je disais que le parquet n'allait pas faire appel. J'ai dit, ma prévision, c'est qu'ils vont pas faire appel. Or, il y avait des réquisitions qui étaient sévères initialement, du parquet lors de l'audience, c'était assez sévère. Et surprise pour moi. Le parquet fait appel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans une initiative et une affaire comme celle-là, il y a toujours un commanditaire pour une telle démarche judiciaire. La seule question, alors je sais pas pourquoi il y a eu un appel, je sais pas ce qui s'est produit. Mais le parquet n'est pas indépendant pour que normalement. Pardon? Le parquet n'est pas indépendant? Non, le parquet, non, mais même indépendant ou pas, non, il n'est pas, heureusement, non, il n'est pas indépendant. Il est soumis à l'exécutif, ce qui est tout à fait logique. Non, mais c'est peut-être le patron du parquet qui a décidé d'eux, etc. Je ne sais pas pourquoi il y a eu cet appel. La seule question que je me pose maintenant, c'est l'attitude de François Bayrou, qui est le MoDem étant au gouvernement, au contraire du soutien sans participation, mais maintenant les participations sans soutien. Surtout ça, c'est joli comme inversion. Est-ce que François Bayrou, c'est sachant qu'il y aurait cet appel, puisqu'il s'était présenté comme une victime affreuse le premier jour et qu'il avait subi quasiment un lynchage, et donc est-ce que son attitude vis-à-vis du macronisme et du pouvoir macroniste aujourd'hui est la conséquence de cette très mauvaise surprise pour lui? Je sais pas. Je sais pas. Ça, je peux pas le dire. Christine? Juste, Régis, le parquet a communiqué en disant que les faits caractérisent les infractions reprochées et les preuves de ces délits sont réunies contre tous les prévenus, parce qu'ils sont 3. Bien sûr. Et relax, François Bayrou joue sur les mots, parce que relax, lui dit j'ai été blanchi, je le serai une seconde fois. C'est pas un blanchiment, c'est une relax, parce que pas suffisamment d'éléments probants. Au bénéfice du doute. Effectivement, au bénéfice du doute. Donc c'est pas tout à fait... Oui, mais le résultat est le même, Christine. Le résultat est le même. Il est innocent pour l'instant. D'abord, présomption d'innocence. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir une bataille à nouveau judiciaire autour de ça et autour de qui savait quoi et comment c'est fait. Mais le parquet dit clairement, c'est aussi son rôle, le parquet, de dire qu'il les faits sont caractérisés et que les preuves de ces délits sont réunies. Voilà, c'est pour ça qu'ils font appel. Oui, mais ça, c'est la motivation judiciaire. C'est la motivation judiciaire. Mais il y a une motivation politique évidente. Ça, pour moi, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a effectivement vengeance du gouvernement, comme le dit un auditeur? Quand vous lisez les réseaux sociaux, c'est ce qui est sous-entendu. Mais en tous les cas, moi, je n'irai pas dans cette voie-là, même si le parquet n'est pas indépendant. D'ailleurs, vous aviez un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui évoquait cette absence d'indépendance du parquet. Je ferme la parenthèse. Mais en tous les cas, force est de constater que, et Régis le rappelait, les réquisitions du parquet étaient très sévères. Sont très sévères. Et donc, je ne suis pas non plus étonnée que le parquet fasse appel. Et ça me rappelle aussi une affaire récente qui concerne Olivier Dussopt. Oui. Il est dans la même situation que Monsieur Bayrou, c'est-à-dire qu'il a été relaxé. Et le parquet a fait appel. Et quand vous lisez les réquisitions du parquet, elles sont tout aussi sévères vis-à-vis d'Olivier Dussopt. Et bien là, pourtant, Olivier Dussopt, et là je parle sous le contrôle de Jean-Baptiste, et le chouchou du président. Il est toujours le chouchou du président. Il n'est plus au gouvernement. Non, il n'est plus en tous les cas au gouvernement, mais il était le chouchou du président. Et pourtant, ça n'a pas empêché le parquet de faire appel. Donc, Jean-Baptiste, sur cette affaire. Honnêtement, alors je parle devant des avocats, donc je vais être assez humble, mais
théoriquement, on va dire, le garde des Sceaux n'a pas le droit de donner d'instructions sur des affaires particulières. C'est-à-dire qu'il donne des instructions générales, mais il n'a pas à donner quelque instruction que ce soit au parquet sur telle ou telle affaire, quelle qu'elle soit. Donc voilà, je sais pas exactement ce qu'il en est. Et c'est vrai que Najwa le rappelait. Voilà, il y a eu appel aussi à Olivier Dussopt, ce qui on peut pas dire que c'est une manigance de l'exécutif. Donc je pense que le parquet est suffisamment indépendant. Et effectivement, moi, j'avais les réquisitions, y compris vis-à-vis de François Bayrou, étaient très sévères du parquet. Donc, c'est pas tellement surprenant qu'il s'oppose à la relaxe pure et simple, vu la teneur des réquisitions. Pas vraiment une surprise. Je suis pas sûr que ce soit vraiment lié aux expressions de François Bayrou hier dans les médias. Plus incompréhensible. Non, mais qui peuvent en être la conséquence. Oui. C'est-à-dire que moi, je me demande si c'est pas le fait, parce qu'il l'a appris avant, le fait qu'il y ait cet appel qui fait que François Bayrou est très fâché et a commencé à grogner. Je me demande si c'est pas l'inversion. Bah écoutez, on va en tout cas suivre cela et on va attendre, on va laisser travailler ce gouvernement comme on dit. Merci à tous les quatre et on se retrouve lundi. Très bon week-end et tout de suite c'est Alexis Poulain qui est avec vous. Sud Radio Parlons Vrai arrive dans le joyau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon.